Bienvenue sur Rain or Shine et bienvenue aux personnes qui sont présentes dès le début. Alors je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre dans l'heure qui vient. J'ai l'extrême honneur de accueillir Régine Guyon-Firmin aujourd'hui. Régine, vous la connaissez peut-être pas tous et toutes. Pour ceux qui ont participé à certains des championnats de France de café, c'est l'occasion où on voit Régine apparaître en France, parce qu'elle va nous expliquer un peu son histoire, mais son histoire, elle se passe beaucoup à l'étranger aussi, dans différents pays. Et Régine est une de ces personnes qui doit être connue et qui a beaucoup à vous amener. Donc, et qui a beaucoup amené partout où elle passe son chemin. Donc, c'est vraiment un extrême plaisir. Et puis, c'est aussi Renaud qui nous a dit ah, il faut vraiment l'inviter et tout. Donc, c'est vraiment, j'attendais ça avec impatience. Et je suis sûr que ça va être une super conversation avec toi. Et tu as beaucoup de choses à nous montrer sur ce que tu fais. Donc, bienvenue, Régine. Merci, merci, merci. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation. Je vais essayer de la faire 20 minutes parce que je veux qu'il y ait le maximum de questions. Et on peut commencer tout de suite. Et je vais vous parler de mon projet et vous mettre une question à laquelle vous devrez répondre. OK. Merci Manu. Et à chaque fois qu'il faudra changer, je dirai juste next slide. Ça OK. marche. Je mets le truc en marche. Go. Donc, cette présentation s'appelle My French Mission, formation de café, torréfaction et développement durable à Nairobi. La fleur que vous voyez, c'est une fleur de Canephora. Et la Canephora, c'est l'espèce d'où vient le Robusta. Mais ça, c'est un Robusta assez spécial. C'est pas un Robusta, en fait, c'est ce qu'on appelle le Nganda, c'est le Robusta de spécialité. Et ils ont des fleurs beaucoup plus grosses, qui sont grosses, mais vraiment très grosses et qui sentent très fort. Mais je l'ai pris cette fleur parce que ça représente vraiment la durabilité, la qualité et la résilience, qui sont des mots très importants quand on parle de durabilité. Next slide, please. Merci. Donc, je me présente et Manu m'a fait une superbe présentation. Abariako, ça veut dire bonjour, comment allez-vous en Swahili. Donc, comme vous l'avez deviné, je suis basée au Kenya. Mais je suis caraïbéenne. On n'en a pas beaucoup de Caribéens là-bas. Et je suis AST dans les modules que vous voyez. Et je suis aussi Head of Coffee of Boma International Hospitality College, qui est une école d'hôtellerie qui marche avec une école d'hôtellerie qui est en Suisse, à Lucerne. Et pour la première fois dans ces écoles, on va avoir une école de café. Et cette école de café, je veux la faire de façon la plus durable, la plus transparente, la plus avoir la plus de traçabilité possible. Donc, voilà ce qu'on va faire. Et je vais commencer le projet. Next slide. Et ce projet s'appelle French Mission. Alors, qu'est-ce que c'est French Mission? C'est un projet qui s'appelle farmers2roasters.com et c'est là où je mets en communication des producteurs, des petits producteurs avec des torréfacteurs. Et en fait, j'ai pris ce nom, French Mission, parce que ce sont des missionnaires français, quand ils ont ramené le Bourbon rouge de la Réunion à Zanzibar, de Zanzibar à Moshi, de Moshi à Tsavo, Tsavo, Teta Hill, et c'est un super beau volcan. Le jour où vous pouvez aller à Tsavo et le voir, c'est magnifique. Et là, ils ont fait leur mission au Kenya et le café a muté. Et les gens l'ont juste appelé French Mission parce que c'était amené par les missionnaires français. Le French Mission, c'est le café qu'ils ont répandu à chaque fois qu'ils faisaient des missions au Kenya. Donc, ça vient vraiment du French Mission. Et j'ai joué avec le fait que je suis française et ma mission, c'est de donner ce savoir, cette connaissance aux fermiers. Et donc, ce que je fais, c'est pour ça, le website s'appelle Farmers to Roaster, parce que c'est vraiment mettre ça en communication. De la même façon que ces missionnaires français ont ramené le café aux paysans, mais après, bon, c'est une autre histoire et j'en parlerai un jour, une autre fois. Mais c'est aussi ce que je voulais offrir, c'est offrir une connaissance, quelque chose en retour à ces fermiers. Et tout ça, je veux le faire dans la plus grande traçabilité et la transparence possible. Next slide, please. Merci.
Donc, je veux vous poser une question et je veux que vous y réfléchissiez parce que tout ce programme, toute cette formation, cette torréfaction, tout ça, c'est fait sur une seule chose, c'est la durabilité dans le secteur de café. Donc, je voulais savoir, pour vous, à vous tous, ce que veut dire durabilité dans le secteur du café. Quelle est votre définition? Pas la définition Wikipédia, la vôtre personnelle, celle à laquelle vous croyez. Next slide, please. Merci. Donc, tout commence déjà avec le café vert. Ça va être la première partie de mon projet pour mon école de café. Next slide. J'ai oublié de vous présenter la famille qui est sur la photo. C'est une famille avec laquelle je travaille. Ils se trouvent à Kissy, à 2400 mètres d'altitude. C'est pas loin de là où est né le Blue Mountain. Et c'est magnifique. C'est vraiment juste à côté du lac Victoria. C'est absolument magnifique. OK? On peut revenir. Merci. Ouais. Et là, c'est une des petites productrices avec qui je travaille. J'oublie son nom parce qu'ils ont des noms. Truffena, voilà, Truffena. Et c'est à Mérou et elle fait du SL28. Donc, le café vert, le café, on va le prendre directement des fermiers. C'est ce qu'on appelle un contrat ex-work. On le prend soit à l'usine, soit à la ferme si le café est déjà déparché. Et ensuite, on va le transporter. Next slide. Merci. Et le transport est pris à notre charge. Donc, comme c'est ex-work, on paye directement soit à l'usine et l'usine paye le fermier, soit le fermier. C'est à plusieurs choses qu'on peut faire. Et ensuite, le transport, l'assurance, le tout est à notre charge. Donc, bien sûr, les gens seront au courant de ça. On veut vraiment bien montrer tout cela. Et le café, on va le mettre à stocker chez nous. Next slide. Juste un petit aparté, en fait, pour les gens qui nous écoutent sur le podcast, c'est quelque chose de cocasse, en fait, c'est que l'image qui illustre le transport, c'est une personne qui porte un sac sur sa tête directement. Donc j'espère que c'est pas ça que tu appelles durabilité dans le transport, c'est pas c'est pas parfait, Non, 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 ça va pas être ça. c'est une blague à Voilà. part, voilà. Next slide. Voilà, exact. Donc, le stockage sera fait chez nous dans notre endroit, dans notre grande école où on aura un endroit pour tout stocker. Et là, une partie du café sera pour nous, pour nos clients, pour les hôtels avec lesquels on marche, mais une autre partie sera pour l'export. Next slide. Et c'est là que revient French Mission, là où je mets en contact des exporteurs, comme là sur la photo, vous pouvez reconnaître Jacques de Belco. Ouais, il y a des têtes connues là. Voilà. Et des torréfacteurs, vous pouvez reconnaître Christophe Servel de Terre de Café, qui sont tous les deux venus l'année dernière me voir pour rencontrer David. David qui est l'exploitant dont Renaud parlait. Mhm. Et l'un de ses anciens associés qui lui aussi est un exploitant, un petit exploitant, et c'est un super beau café. C'est une ferme magnifique, toute petite, toute géniale, et vraiment un café absolument incroyable. Donc, mettre ces gens en relation, et ensuite, une fois qu'ils sont en relation, moi, je sors. Et ils se débrouillent entre eux. Maintenant, Belco a le café de David et aussi Sacha Cestic, parce que David fait de la macération carbonique, donc ça va à Sacha Cestic, à Ona. Donc, ce sont des jolies petites histoires que j'aime bien raconter. Next slide. C'est classe. Juste pour info, en fait, David Maguta, c'est celui qui est à côté de Jacques, c'est ça? Non, c'est celui qui est à côté de Christophe. D'accord, ok, voilà. Très bien. Allez, à côté de Jacques, c'est Georges. D'accord. Voilà. Encore David, la torréf. Alors, nous allons faire plusieurs sortes de torréf. Prochaine slide. Suivant, sinon il est temps. Donc, on va torréfier bien sûr pour nous, pour nos clients, mais on va faire surtout beaucoup de labels blancs. Donc, on va torréfier avec pour l'emballage, ça sera sac PLA, tampons et compagnie, mais on va faire aussi les autres labels. Une chose que je vous ai pas précisé, c'est que cette école de café qui est reliée à une école cette école d'hôtellerie qui est reliée avec une école d'hôtellerie qui se trouve en Suisse, à Lucerne, travaille avec la Croix-Rouge kenyane. Et les Croix-Rouges, en fait, quand une Croix-Rouge a un projet, les autres Croix-Rouges s'accrochent à ce projet. Donc, c'est-à-dire que quand on torréfie pas seulement pour nous au Kenya, mais on va torréfier ou exporter le grain vert
pour les autres Croix-Rouges qui, elles, n'ont pas ce café. C'est la première fois que la Croix-Rouge fait quelque chose comme ça. Et c'est en fait un test pilote. Ok, donc juste pour clarifier, tu vends donc du café à la Croix-Rouge, c'est ça? Ou tu es en Donc, partenariat avec la Croix-Rouge? alors, BOMA travaille en fait, la Croix-Rouge, l'école appartient à la Croix-Rouge kenyane et elle finance la Croix-Rouge kenyane. Voilà. Mhm. Et ce qu'on va faire, c'est que quand ils sont en mission, ils ont toujours envie d'avoir du café, des choses de première nécessité. Donc, on va torréfier le café pour eux. D'accord. Voilà. Et c'est distribué ensuite. Juste pour les gens qui ne savent pas, en fait, qu'est-ce que ça veut dire white label ou label blanc? Alors, le label blanc, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on torréfie, mais ça ne sera pas sous notre marque, ça sera sur la marque du client. Donc, tout dépend des contrats, soit ils nous fournissent leur emballage, ou soit on a notre emballage et ils nous fournissent leur logo. Mais la seule chose, bon, je ne sais pas comment sont les lois en France, mais par exemple, au Kenya, il faut mettre derrière que c'est nous qui l'avons torréfié, en tout petit, bien sûr, pas trop gros, Ouais, mais devant, c'est eux, c'est pas nous. ouais, Donc, c'est ça. voilà. C'est la même chose en France, en tout cas à ma connaissance. Ok. Next slide. On va faire aussi du slot roasting. Donc, le slot roasting, c'est-à-dire que on va louer notre torréfacteur pour que les gens puissent torréfier leur café. Et comme ça, ils peuvent ramener leur sac ou leur packaging, ou ils peuvent utiliser le nôtre et ils le payent, des choses comme ça. Donc, on va avoir white label et slot roasting dans la torréf. OK. Et Next. juste petite question aussi. Donc, on t'a vu je pense que c'était encore une fois, c'était pas sérieux, mais on t'a vu dans la slide précédente torréfier avec une poêle sur le feu, et puis là avec un Ikawa. Mais j'imagine que en fait, tu veux aussi avoir un autre torréfacteur, hein, c'est ça le plan. Ça sera improbable. Voilà. Ouais, c'est quand même plus pratique, ouais. C'est plus pratique. Ça sera improbable, le torréfacteur. Ok. Il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est Joachim qu'on voit sur la photo. Donc, on va faire aussi, bon, après la torréfaction, bien sûr, on va faire beaucoup de formation de la VCA, et on aura aussi un coffee shop. Next slide. Super. Oh, je suis dans le temps. Ouais, en fait, j'avais oublié de préciser. Donc, c'était un copine que j'avais fait à Substance, et Joachim a été super sympa de copier tous les cafés que je lui avais amenés du Burundi, Ouganda et Kenya. Il y avait aussi le café de David que tout le monde avait aimé, mais que personne ne pouvait avoir parce que Sacha Sestik est passé par là. Hmm. Eh oui. Ça aide d'être champion du monde et propriétaire de Ona, ouais, et de Origine Café, ouais, forcément. Exactement. On parle à la prochaine. Merci. Voilà. Donc, la première chose qu'on va Ah, faire dans nos voilà. formations, c'est se focuser sur les fermiers. On va faire ce qu'on appelle, ce qu'on va faire, training for bean. Donc, vu que les formations SIA peut-être quand même assez, elles sont quand même assez chères, faut dire une chose, c'est quand même un investissement, surtout pour un petit exploitant. Donc, ce qu'on va faire, c'est quelque chose que je fais déjà avec David. On me donne le café, mais du café bien sûr de plus basse qualité, des grades que vous entendrez jamais en Europe, c'est comme les Titi, les Si et tout ça, que je vais prendre à la fin, et en échange, je leur donne l'éducation. Ce café, quand on le vend, on crée une sorte de fonds, et ce fonds va financer leur certification, leur cours, tout, mais aussi va financer machines et outillages dont ils ont besoin dans leur dans leur ferme, dans leur exploitation, mais en plus de ça, ça va aussi les financer pour devenir AST. Donc David, que vous voyez sur la photo, qui a déjà commencé aussi le programme Sustainability, le programme de durabilité, et Café Vert et aussi Arômes et Saveurs, va être un de nos premiers AST fermiers pour pouvoir aussi s'occuper de l'éducation de ses collègues qui sont aussi estate farmers. Donc, c'est cet échange qu'on va faire avec lui, D'accord. qu'on a déjà commencé déjà depuis l'année dernière. Okay. D'accord, ça c'est vraiment super intéressant. Après, j'imagine qu'il y aura plein de questions hein, derrière aussi. Mais donc l'idée en fait, c'est que vraiment il y a quand même une bonne relation entre les différents cultivateurs de café au Kenya, à tel point que quelqu'un qui devient parmi eux qui deviendrait AST
seraient vraiment contents de faire de la formation pour les autres. Oui, une chose qu'il faut vraiment préciser, c'est que généralement, parce que les petits exploitants tout seuls, c'est très dur à travailler. Donc, comme ils ont leur propre machine, ils ont tout chez eux. Ok, donc ils se mettent en groupe. Et David travaille avec 17 autres petits exploitants. Et chacun de ces exploitants ont leur machine. Et ils ont leur licence, mais comme la licence est quand même $100 par an, ce qui est un très gros investissement pour un petit exploitant, $100 pour nous, c'est rien, mais pour eux, c'est énorme. Donc, ce qu'ils font, ils se mettent tous sur la licence de David et ils peuvent vendre leur café sur leur nom. C'est-à-dire que sous le contrat, il y aura marqué que la licence appartient à David Maguta. Cependant, c'est leur café. Donc, c'est réellement très, très clair. La transparence. C'est là qu'il faut vraiment voir la transparence et la traçabilité. Et plus tard, je expliquerai la différence entre ces deux noms parce que très souvent, les gens les confondent. Et donc, ils se supportent l'un l'autre. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, chacun va vendre ses cafés de grande qualité par eux-mêmes, par tout seul, sous le contrat de David. Mais tout ce qui est de qualité plus basse, on le met ensemble en vrac. Et on fait, par exemple, donc pour lui, là où il est, c'est Muruguru, c'est la région que ça. Donc, ils appellent ça le Muruguru, le mélange Muruguru. C'est voilà. Et il est superbement bon. Il est réellement très, très bon. Et c'est celui que, là, dans l'ancienne Teref où je travaillais, c'est celui qu'on vendait. Et à chaque fois, les gens disaient, waouh, il est vraiment super. Et on le vendait pour prix de spécialité, hein, parce qu'il était réellement, réellement super. Okay. Ça donne envie. Ça donne envie. Prochaine slide. OK. Ah! Oh! Renaud! Donc, dans cette école, on va aussi accueillir beaucoup d'AST internationaux. Bon, c'est vrai, j'ai l'avantage de former tous les modules, ce qui me prend énormément de temps. Mais cependant, je ne veux pas être la seule à faire ça. Je veux aussi que d'autres AST viennent et aussi des phases de l'éducation. Et j'ai vraiment été chanceuse. L'année dernière, j'ai eu, dans l'autre torréfaction où je travaillais, Renaud est venu chez moi pendant une dizaine de jours, 2 semaines, et il a fait une formation latte art à mon boulot qui a été réellement, qui a été un très grand succès. Beaucoup de jeunes baristas kenyans sont venus et je veux réellement qu'ils aient cette exposition à d'autres formations, d'autres formateurs qui viennent d'autres pays parce que nous, en tant qu'AST, on apprend beaucoup d'eux, mais eux apprennent beaucoup de nous. Il y a ce bel échange qui se fait et c'est quelque chose que je vais réellement encourager. On n'a pas beaucoup d'AST. En fait, la seule AST qui vraiment travaille en AST en Afrique de l'Est, c'est moi. Ça fait un peu trop de boulot pour une personne. Il y en a d'autres, mais voilà, c'est coup-ci, coup-ça. Ils font un cours par an et ça va être généralement introduction du café. Donc, et Erika, bien sûr, dont je parlerai plus tard, on est vraiment les deux seuls à faire des cours. Donc, avoir d'autres AST. Donc, je vous invite tous les AST, même toi, Manu, à venir dès que l'école est ouverte pour faire des cours. Et vous pouvez rester chez moi, pas besoin de payer l'hôtel. Renaud peut dire, c'est génial. Chez moi, il y a une piscine, il y a la piscine et des singes. Donc, c'est génial. Ah, mais il nous avait pas dit ça, Renaud. Il y a une piscine chez moi et la fenêtre juste sur la piscine. OK, je voulais garder ça pour... Mais d'ailleurs, en parlant de Renaud, en fait, parce qu'il dit, il dit, en fait, si vous voulez goûter Maguta Estate, ça sera bientôt disponible aussi dans Satoref. Oui, ça sera disponible dans Satoref. Oui, oui. Et, lui, ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle aussi ex-work. C'est réellement il s'occupe de... Donc, il a payé David. Et la prochaine fois, il en parlera parce que c'est réellement, il peut vraiment montrer la transparence et la traçabilité. On sait que le café, d'où il vient, mais en plus, on voit toutes les actions qu'il a dû faire pour avoir le café. Surtout là, avec le Covid, il a réellement, réellement ramé. Donc, c'est vraiment génial et ça serait bien qu'il fasse aussi un podcast dès qu'il a Maguta pour vraiment expliquer toutes les étapes qu'il a dû faire qui sont réellement très dures pour avoir ce café. Voilà. Ok, super intéressant. Bah écoute, je note. Et puis n'oublions pas, Renaud, c'est pas Camara Coffee Lab en Toscane. Voilà. Alors, prochaine slide. Super, je suis dans les temps. Le coffee shop. Alors, le coffee shop, je vais vraiment le faire sur
grande durabilité possible, sans espèces. Je veux absolument pas de cash. Il faut pas oublier que, pardon, au Kenya, c'est vrai que tout le monde, bon, en ce moment, le monde entier a Covid, mais en Afrique, il faut pas oublier qu'on a aussi l'Ebola, hein, on a le HIV, le VIH, on a de jolies petites maladies infectieuses absolument adorables que l'on n'aime pas trop avoir. Donc, pour éviter plus de propagation, et surtout, il ne faut pas oublier qu'on appartient à la Croix-Rouge. Donc, sans espèces, les gens vont payer seulement avec la carte ou ce qu'on appelle aussi le M-Pesa. Pesa en Swahili, ça veut dire payer. M, c'est mobile. Et c'est une méthode qui est réellement géniale parce que, en fait, les gens payent avec leur mobile. Et même si quelqu'un me vole mon mobile, il ne peut pas accéder à mon M-Pesa parce qu'il y a un code spécial pour le M-Pesa. Donc, j'ai juste à prendre un autre téléphone, une autre puce et paf, mon argent revient. Et donc, c'est le moyen le plus sûr au monde de payer avec son mobile. Et c'est Kenya. Donc, les gens, ça sera seulement en espèces. Amène ta tasse, c'est très simple. Je ne veux pas de tasse en papier. Peut-être qu'on va en avoir, mais la raison pourquoi je ne veux pas de tasse compostable, biodégradable et tout ça, il n'y a pas de poubelle au Kenya. Donc, les gens vont pas garder ça dans leurs mains jusqu'à qu'ils trouvent une poubelle. Il n'y en a pas. Ils vont jeter ça par terre. Et qu'est-ce que ça va faire? Même si c'est biodégradable et que c'est composté, vu que ça n'a pas été coupé, haché, tout ça, ça va pas se dégrader tout de suite. Ça va prendre des années et ça va polluer. Donc, je veux absolument pas voir une tasse par terre avec mon logo dessus. Donc, les gens devront ramener leur tasse ou acheter une des tasses qu'on a, mais c'est très, très important ou prendre sur place, mais je veux pas de ça. On va Ça, c'est super intéressant. Et évidemment, c'est une problématique qui existe au niveau global. Et après, en fait, j'ai envie de dire, il y a des cultures et des habitudes différentes. En France, en fait, on n'a pas cette culture du takeaway. En tout cas, là, il y a une espèce de changement qui s'opère parce que c'est la seule façon dont les coffee shops peuvent fonctionner aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup plus de takeaway. Et évidemment, bah, il y a des lieux où on se retrouve avec des gobelets un peu partout. Que ce soit sur la rue, dans les poubelles, si on a de la chance. Et donc, tu soulèves quand même. Enfin, et puis, de toute façon, de manière générale, il y a toujours eu cette idée qu'on produit trop de gobelets. Donc, après, il y a des initiatives qui peuvent être mises en place pour avoir comme tu veux le faire, pour que les gens amènent leurs propres tasses, ou alors toi, tu vends des tasses à réutiliser. Dans le contexte du Covid, on en a discuté lundi pendant l'open mic session. C'est pas forcément facile à mettre en place parce que tu amènes quelque chose de l'extérieur dans ton propre établissement qui est censé être donc tout à fait propre. Donc c'est vrai que d'amener quelque chose à l'intérieur, ça voudrait dire qu'il faudrait tout renettoyer derrière. Donc il y a cette difficulté là, mais bon, c'est vraiment spécifique à cette période-là. Je pense qu'il y a des choses, des solutions auxquelles on peut penser, mais après c'est vraiment aussi, est-ce que dans la culture d'un pays, est-ce que les gens sont OK avec le fait de ramener leur propre tasse, quoi. Et d'après toi, au Kenya, c'est quelque chose qui serait possible? Les gens ont toujours leur tasse. Ah, c'est vrai? Au Kenya, Okay. c'est possible parce que il y a toujours vous savez, tu sais, les grosses mugs en métal, là, tout le monde a ça, Ouais. 3 fois rien. Il y en a partout. Donc, c'est ce genre de mug en métal qu'on va mettre à disposition aux gens au lieu d'avoir les trucs en plastique. Donc, c'est parce qu'elles coûtent rien du tout. On va faire ça, quoi. Ok, super. Voilà. On va utiliser notre café moulu utilisé pour faire des savons, des scrubs, des produits de beauté avec le café utilisé, le café moulu utilisé. Et on va faire aussi des tasses, des assiettes et toutes sortes de choses qu'on peut faire avec du café moulu. Donc, tout va être réutilisé. Très, très important. Pour nos emballages, comme je l'ai dit, les gens devront ramener alors pour les emballages, c'est soit PLA pour tous nos clients et pour les autres clients du coffee shop, ça sera soit on ramène leur emballage qu'on nettoie et qu'on remplit, ou soit ils achètent nos emballages qui seront des canisters qui se ferment sous vide, qui sont hermétiquement fermés, pas sous vide, mais hermétiquement fermés, et qu'on n'a plus qu'à remplir. Et donc à chaque fois, il faudra qu'ils le ramènent. Ouais. Canister, c'est simplement une boîte, hein, c'est une boîte hermétique. Voilà, une boîte hermétique. Donc, ils auront des boîtes hermétiques métalliques qu'on peut faire facilement et vraiment pas cher au Kenya. Pour les pods aussi, je n'aime pas les pods, même s'ils sont compostables, biodégradables et tous ces machins qu'on va jeter dans la nature, je n'en veux pas. Il y a des pods réutilisables, ils amènent leur canister, qu'on remplit avec le café moulu et on leur offre les pods réutilisables.
Comme ça, c'est bon. Ils n'ont pas besoin d'avoir 36 000 pods. 3, ça leur suffit largement. Ils ne vont pas boire du café à en mourir. Donc, ça va être que ça. Donc, dis-nous en fait les pods parce qu'en fait il en existe différents. En fait, au Kenya, en fait, c'est utilisé comment en fait ces pods? Il y a les Nespresso, les douches et machin, bidule truc, tous les machins. J'en connais Dolce aucun. Gusto, enfin finalement Voilà, c'est oui, voilà, c'est les mêmes, voilà. c'est les mêmes. Hein. D'accord. Et donc, ce sont les mêmes pods qu'on prend. Et il y a plusieurs pods réutilisables. Donc, on dit aux gens quelle machine vous avez. Hop, on les a, tac, tac, et voilà. Tout simplement. Voilà. Et pour boissons végétales, parce que quand même, il faut penser aussi que Nairobi, c'est extrêmement cosmopolite. Il y a énormément de personnes de partout. On a beaucoup d'Indiens qui sont très souvent végétariens ou végétaliens. Donc, il faut penser aux boissons végétales. Soja, amandes, tout ça, ça pousse pas ça au Kenya. C'est trop cher. Et on a du macadamia partout. Et je sais que le macadamia ici, c'est très cher, mais au Kenya, c'est des arbres à ombrage pour le café. Il y en a, mais à ne plus savoir qu'en faire. Donc, on va faire notre propre lait, notre propre boisson végétale au macadamia. Et on va la faire justement dans la cuisine. On a quand même des cuisines, il ne faut pas oublier, c'est une école d'hôtellerie, donc on va le faire nous-mêmes. Et on aura notre boisson végétale macadamia qui coûte très très cher. J'en ai vu 1 ou 2 fois, ça coûte une fortune. Et je me dis, ça coûte rien ça, ok. Je tends mon bras et j'ai mon macadamia. Donc c'est ce que l'on va faire, ok. Ouais. Est-ce que c'est parce que justement on n'a pas l'habitude d'en boire parce que effectivement c'est très cher et puis du coup rare. Tu trouves que ça se marie bien avec le café? Oh, ça donne une petite. Si on aime le macadamia, c'est très noisetté, c'est superbement bon. Mais personnellement, je bois mon café noir, donc. Mais ça, c'est vraiment bon. Et si on met un peu de féculent dedans, ça donne une bonne texture quand on le sous la vapeur. Donc, c'est pas mal, quoi. Ouais. Bon, après, Adrien dit que c'est vite écœurant. Disons que c'est quand même très, très riche, effectivement. Même quand on. Enfin, moi, en fait, le problème, pour moi, la macadamia, c'est que c'est tellement bon que, en fait, si j'ouvre un paquet de macadamia, et je me rappelle, j'en ai mangé beaucoup, j'ai eu la chance d'aller à Hawaï, et ils en produisent beaucoup aussi là-bas. Ouais. Et en fait, parfois, en fait, je m'ouvrais un paquet et je n'arrivais pas à m'arrêter. Mais après, en fait, on est malade tellement c'est riche. Non, c'est très riche. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc, ce n'est pas un ratio 1-1 comme on ferait pour l'amande ou comme on ferait pour les autres. Ça serait plutôt un ratio 1,5, 1,5 parce que c'est réellement, c'est quand même très, très riche. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il faut quand même le couper avec pas mal d'eau. C'est très, très, très riche. Donc, il faut éviter tous les 2 laits de macadamia que j'ai vus ici, ils étaient superbement riches et c'était réellement écœurant. Alors, si on le fait bien et avec un peu plus d'eau que d'habitude, là, ça devient parfait. Sinon, c'est réellement écœurant. Adrien, je te dis, vraiment, tu as raison. C'est vrai que c'est écœurant quand c'est riche. Tu as totalement raison, c'est clair. Okay. Cool. Next slide. Alors, maintenant, je repose la question. Qu'est-ce que pour vous la durabilité dans le secteur du café? Donc, toute ma formation Ménécom Matoref est faite sur mon modèle de la durabilité du secteur dans le secteur de café. Mais c'est aussi le nouveau programme comment ça s'appelle déjà? De la SIA. C'est un tout nouveau programme qui n'est enseigné pour l'instant qu'en anglais, mais d'ici l'année prochaine, moi et aussi Manu, et j'espère d'autres personnes le feront aussi en français. Donc, je veux vous expliquer le programme de la SIA, de la durabilité dans le secteur du café. Next slide, s'il te plaît. Donc, c'est un programme assez spécial parce qu'il n'est réellement pas comme les autres modules. À la première étape, donc le niveau le plus bas, le niveau débutant, c'est juste une journée et on apprend déjà, on comprend ce qu'est la durabilité, la traçabilité, la transparence. Et la différence entre traçabilité et transparence, la traçabilité, je sais d'où ça vient. C'est très simple. Je peux dire, mon paquet de café, il vient de là.
Ça, c'est la traçabilité. La transparence, c'est tous les facteurs intervenant dans tout ça. Si je sais mon café vient de n'importe où, de n'importe où, ok, on est content, on sait c'est cette personne qui a ça. Mais quand on dit j'achète mon café tant, combien cette personne a? Et là, ça devient la transparence. Et on va voir tous les facteurs qui sont inclus dans cela. Il faut bien comprendre que direct trade n'est pas direct. Ok, c'est très très clair. Il faut toujours avoir une compagnie qui puisse nous soutenir dans cela. Donc, je suis un petit torréfacteur et je voudrais avoir le café de machin et de bidule ou de trucs. J'ai besoin d'avoir des compagnies comme Belco, Raw Material, 32 Cup, tout ça, qui me supportent dans mon entreprise pour s'occuper de l'assurance, du transport, de tout ce genre de choses. Et eux peuvent vraiment vous mettre toute une traçabilité. On a dû payer ça, parce que maintenant, on comprend réellement comment la chaîne marche. Mais on ne peut pas aller à la ferme, donner ça au fermier et prendre le sac sur notre dos. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup de personnes, d'intervenants dans cela. Donc, c'est vraiment ce que l'on remarque, c'est que c'est vraiment le moment où on voit quelle est la traçabilité et quelle est la transparence. D'accord? Next slide. Donc ça, c'est juste une journée pour le niveau débutant. Next slide, s'il te plaît. Merci. Donc, quand on est au niveau intermédiaire, qui dure environ 2 à 3 mois, oui, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est un programme qui est vraiment différent des autres modules. Donc, celui-là, c'est 2 à 3 mois. Et il n'y a pas d'examen. Donc, c'est assez différent des autres parce qu'il n'y a pas d'examen, c'est vraiment sur notre participation et nos projets que l'on passe au prochain niveau. On parle de la résilience. Et la résilience, c'est très simple, il faut prendre un élastique et on l'étire et il revient. Et en ce moment, on est dans une période de résilience. C'est-à-dire qu'on avait notre vie, ça allait bien, et bang, Covid, qui nous donne une grande claque dans le visage. Et là, maintenant, il faut revenir. Mais comment on va revenir? Est-ce qu'on va revenir comme avant? Est-ce qu'on va revenir plus fort qu'avant? Ou est-ce qu'on va revenir différemment et un peu plus réfléchi qu'avant? Là, c'est la résilience. Et c'est réellement le moment que l'on vit maintenant. Il faut penser aussi à l'intersectionnalité, c'est-à-dire quelle personne que l'on touche. Parce qu'il ne faut pas oublier que la durabilité, on affecte des êtres humains. Ce ne sont pas des pions sur un échiquier. Donc, il faut comprendre sur qui on a un impact, comment est cet impact et est-ce qu'ils en ont besoin. C'est tout ce genre d'intervenants qu'il faut penser, l'être humain. Et ensuite, l'échange et le troc. Ou le troc. C'est-à-dire que quand on a un impact sur une personne, qu'est-ce que cette personne va nous amener ou qu'est-ce qu'on va lui amener? Et peut-être qu'on on se dirigeait vers un chemin, mais en fait, c'est un autre chemin qui s'ouvre à nous. Et peut-être qu'en fait, il faudra shifter notre programme. Et une chose que j'ai oublié de vous parler dans la formation quand on est en débutant, c'est qu'il y a les 3 piliers de la durabilité qui sont la finance, bien sûr, parce qu'il faut financer tout ça, c'est pas gratuit. L'environnement, il faut faire attention à cet environnement, mais ces deux dépendent d'une troisième chose, l'être humain, nous, vous. Et ce sont les 3 piliers de la durabilité. Si on veut que quelque chose fonctionne, il faut les avoir. Mais 2 fois, il va y avoir une personne qui est focusée sur l'un, une autre sur l'autre, l'autre sur l'autre. Si on travaille ensemble, ça peut tenir. D'accord? Donc là, c'est le niveau intermédiaire. Maintenant, next slide, s'il te plaît. Merci. Le niveau professionnel. Et là, le niveau professionnel, c'est là où j'en suis. Et c'est vraiment, pour moi, le niveau le plus magnifique qui soit. Là, il faut faire un vrai projet. Et quand je dis un vrai projet, c'est pas quelque chose que l'on écrit et que l'on donne et on va avoir une note. Non, non, non. Il faut faire un projet qui soit réel, qu'il faut évaluer. Et cette partie dure 7 à 8 mois. Moi, mon projet dure environ 7 mois pour les premières parties, mais c'est un projet qui est quand même sur 3 ans. Et mon projet, c'est mon école, ma formation, c'est French Mission, c'est ma mission, si on veut. Et là, il faut réellement mettre tout en avant. Tout ce que l'on en a appris avant, il faut tout mettre. Et il faut surtout voir si ça va résister dans le temps. Donc, il faut vraiment tester sa résilience. Donc, avec Covid, c'est réellement parfait. Et aussi,
quel être humain on va toucher. Donc, tout cela est très, très important. Et une chose pourquoi, pour moi, c'est un module un programme qui est extrêmement important, c'est que si chacun d'entre nous fait ce module, vu qu'à la fin, on doit faire un projet qui soit sur la durabilité, c'est-à-dire que chacun d'entre nous aura un impact positif sur son environnement. Alors, 1 plus 1 plus 1, imaginez l'impact que l'on peut avoir sur le monde entier. Donc, c'est vraiment quelque chose d'un vraiment important. C'est un module qui est extrêmement important. Donc, c'est pour ça, quand j'ai fait le programme pour mon école, j'ai fait de façon à ce que ce module soit attaché à tous les modules que j'enseigne, de la découverte du café jusqu'à tous les modules en, en, 1, 2, 3, en professionnel. Donc, dans chacun des modules, que l'on fasse barista, que l'on fasse torréfaction, que l'on fasse café vert, arôme-saveur, ça n'a aucune importance. Il faut toujours qu'il y ait dedans la durabilité du café. Voilà. Et dernière slide, s'il te plaît. Merci. Et ensuite, maintenant, si vous voulez faire ce programme, bien sûr, vous pouvez parler à Erika et Nora, qui sont les créatrices de ce programme, avec 2 autres. Donc, pour l'instant, le programme est seulement en anglais et en espagnol. D'ici l'année prochaine, Manu, je l'espère, et moi, on le fera aussi en français. Mais maintenant, je veux réellement connaître ce que vous pensez, ce qu'est la durabilité, le développement durable, votre définition, c'est ça qui m'intéresse à savoir. Et juste partager vos pensées sur tout cela et comment l'adapter dans votre environnement. Moi, c'est mon environnement en Afrique de l'Est, à Nairobi, mais dans votre environnement, quelle sera votre définition? Et c'est les questions que je veux savoir. Asante sana, ça veut dire merci beaucoup en Swahili. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était génial. Ouais. Et ça amène, enfin évidemment, je suis, comme tu le sais, là, j'ai eu la chance, l'opportunité de commencer très rapidement un cours qui avait été proposé par Erika Akos, donc grâce à toi parce que tu nous as mis en lien. Et c'est un sujet qui est beaucoup plus passionnant que juste le mot à la mode de durabilité. Voilà. Ça va évidemment beaucoup plus loin que ça si on s'y penche vraiment et qui est vraiment plus complexe que juste certaines notions de base. Ouais. Et donc c'est vraiment chouette, incroyable que tu mettes autant de passion et de profondeur en fait donc, dans ton projet. Et comme tu dis, enfin, c'est pas du tout les mêmes niveaux en fait les mêmes certifications que pour les autres cours. Ça va vraiment beaucoup plus loin parce qu'évidemment c'est comme tu l'as dit et que tu l'as expliqué très clairement, il y a de vrais projets derrière qui prennent du temps. Et on pourrait vraiment changer le monde si tout le monde s'y mettait Ouais, aussi, exactement. clairement. Et parce qu'on s'y penche pour de bon et pas juste en brossant la surface en se disant qu'on fait quelque chose de bien, ce qui est évidemment vrai aussi. Le moindre petit geste, on le sait, a ses conséquences et ses résultats. Mais vraiment, si on s'y penche à fond et que tout notre travail est basé sur ces principes-là et qu'on comprend ces principes et pas juste un, comme tu l'as dit, il y en a plusieurs. Et que si tout est respecté, c'est assez, ça va devenir vraiment très impactant. J'ai presque, puisque c'était une question ouverte aux auditeurs aussi, j'ai presque envie de leur donner la parole s'ils sont d'accord. Par exemple, Emmanuel a écrit très vite une réponse sur est-ce qu'Emmanuel, je peux te faire passer en son et ou image? Parce qu'à la limite, autant créer une conversation. Ah oui, il faut créer une conversation. Hop, Oui, allez, c'est super. parti. Et évidemment, ceux qui veulent peuvent se joindre à la conversation, donc dites-moi si ça vous va, pour ceux qui veulent. Hop là. Bienvenue Emmanuel. Bienvenue. Salut, j'enlève les lunettes, c'est pas très sérieux. Salut. Masque. Ça commence là, c'est bien, il faut être responsable. Ouais, c'est pour ça, c'est Ah, clair. j'enlève quand même. Bah, par contre, on t'entend plus. Alors, Voilà. Ah, voilà. Non, c'est super. C'est super ce que tu fais.
je t'avoue, je ne connaissais pas. Donc, vraiment, je découvre, c'est génial. Et la sustainability, effectivement, tout le monde a sa définition et tout le monde essaie de rajouter une couche. Et j'avais une discussion avec Greg de Monahan de World Coffee Research il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Il y a plusieurs mois quand même. Et en fait, je lui expliquais, moi, je lui expliquais rien. Je lui donnais mon avis ou mon sentiment sur ce que c'est que la sustainability ou la durabilité. Pour moi, c'était justement de ne pas faire durer les choses. C'était de les. Enfin, pas comme elles sont, c'est pas de les garder comme elles sont, mais c'est de toujours être en constante évolution vers le mieux. Donc, on cherche pas à l'état. Parfait. Parce que la sustainability du statu quo, c'est ce qu'on veut pas, justement. Parce que c'est ce qu'il faut honnir. Parce qu'on est en fait, on est dans un déséquilibre perpétuel. Donc, le truc, c'est d'essayer de faire un peu mieux. C'est pas toujours évident, mais il faut avoir des objectifs qui sont réalisables. Et il y avait un livre qui était assez intéressant sur le zéro déchet qui peut rentrer dans ce genre de principes et d'idées de durabilité. Et l'auteur du livre disait, attention lecteur, s'il vous plaît, n'essayez pas de faire tout à la fois. Parce que vous allez être écœuré et ça va être trop compliqué. Rajoutez, prenez un objectif réalisable, faites-le, intégrez-le, que ça soit partie de vous. Et une fois que c'est intégré, rajoutez une couche. Et puis continuez, à chaque fois, vous rajoutez une couche, parce que la couche supplémentaire, elle est facile à faire, c'est juste un petit effort. Est-ce que si on fait tout d'un coup, ça devient… Non, c'est pas possible. Voilà. Alors, je dis pas que c'est parfait, on est loin de la perfection, mais en fait, je crois que ce qui est intéressant, c'est la recherche de l'amélioration pour aller vers quelque chose de mieux, qui sera peut-être jamais parfait, mais voilà. Bon, c'est un petit peu de la discussion de comptoir, mais c'est la façon dont j'aime voir la sustainability ou la durabilité ou le développement durable dans une recherche de perpétuelle amélioration. Voilà, et ça revient sur le deuxième mot de la durabilité qui est résilience. Et quand on explique résilience, est-ce qu'on revient à ce qu'on était, mais en fait on n'était pas réellement satisfait ou ce n'est plus adapté à ce que l'on a maintenant, ou en fait il faut en fait juste changer le focus de ce que l'on veut. Et c'est ça, on a un programme qui est sur un certain temps, mais ce programme il va peut-être pas arriver là où on veut. Et la résilience va faire que quoi qu'il arrive, on puisse changer d'objectif. Donc en fait, c'est durable, mais c'est durable si on veut pas sur le fait qu'on reste pareil, c'est sur le fait qu'il y aura tout le temps un changement et il faudra tout le temps s'adapter. C'est plus de l'adaptation en fait. Et c'est du darwinisme en fait. Hein. The fittest will survive. That's it. Oui, si on voulait être très, pas cynique, parce que je ne veux pas être cynique, mais la planète sera toujours là. Après, la question, c'est est-ce que nous, on sera toujours là? C'est pas sûr. Mais la planète, elle va continuer à vivre avec avec différentes espèces. Et voilà. Mais bon, évitons le cynisme. Si on veut on va dire, si on veut pouvoir participer le plus longtemps possible à cette planète, il faudra bien la respecter à un moment ou à un autre. Et on l'a vu que le Covid a un peu, je dis pas à réveiller des choses, mais à souligner des choses. À souligner des points qui étaient assez intéressants sur le fait que on pouvait vivre autrement. Ça ne veut pas dire que c'est c'est pas comme ça qu'on veut vivre, mais en tout cas, entre la consommation à outrance et le Covid, il y a peut-être un juste milieu ou une adaptation à faire en mesurant un peu notre façon de vivre, notre façon d'agir, notre façon de consommer. Le reduce, reuse, recycle, c'est quand même quelque chose qui paraît très intéressant et on peut le faire. On l'a toujours fait. D'ailleurs, on le faisait beaucoup plus dans le passé. Quand on avait, je parle avant l'ère supra-industrielle, enfin non, c'est pas supra-industriel, mais avant la surconsommation, on va dire de l'après-guerre. Avant ça, quand tu allais dans une ferme, tout était réutilisé. Mais quand je dis tout, c'est tout.
Mais quand je dis ferme, alors, du coup, de café, ferme de maraîcher. Pour remettre en contexte, dans le contexte de l'Afrique de l'Est, en fait, justement, quand on parle de ferme et de façon de faire ancienne et finalement très respectueuse de la nature, comment ça se passe au Kenya et de manière plus générale, en fait, dans l'Afrique de l'Est au niveau de la durabilité? Je vous invite tous à venir et voir chez David. David Mabuta, alors je n'ai jamais vu de ferme comme ça, c'est vraiment la ferme de mes rêves. Tout est recyclé, il ne jette rien. C'est-à-dire que par exemple, il a un fourrage, il fait pousser son fourrage et tout est organique. Il veut absolument aucun produit chimique et il les donne à ses animaux. Ses animaux ont juste leur premier vaccin, mais après ils n'ont aucun antibiotique parce qu'ils disent ils prennent leur excrément pour faire du manure. Mais si leur excrément a de l'antibiotique, ça va contaminer ces plantes. Donc, pas d'antibiotiques. Et tout est recyclé. C'est vraiment la ferme vraiment incroyable. Et Jacques de Belco, quand il a vu ça, il disait c'était pas possible que rien ne soit jeté. Non. Alors, d'où sort David, en fait? Parce que David a l'air un peu d'un ovni quand même au Kenya, quand même. Donc, comme il a l'air jeune en plus. Il est très jeune. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Parce que finalement, en fait, il y a David, mais en fait, le contexte, il est quand même relativement différent. En fait, Alors, en fait, comment il se passait, David? Donc, je suis au Kenya depuis un petit peu quelques années et j'ai été contactée pour faire un projet qui malheureusement n'a pas marché, ça fait rien. Mais c'était à Nadouarini, dont tout le monde en parle maintenant, le projet pour changer quelque chose de Traboka. Bon, je ne rentrerai pas dedans parce que je connais la façade que personne ne connaît. Donc, c'était à Nadouarini et à Nyeri. Et donc, j'avais fait un speech à propos c'était bien avant Sustainability, c'était il y a 3 ans. Et j'avais mon pote qui est chauffeur et qui me disait ouais, il y a ce jeune là, il veut te parler et patiti patata. Et c'était le moment où il voulait me parler, c'était au moment où Catherine de Or Café était chez moi. Je dis bah ok, on va voir et tout. Et on voit un petit jeune qui arrive et Catherine il dit il est majeur ou pas? On s'est vraiment posé des questions. On dit c'est quand même pas lui, d'où elle vient cette ferme. Et quand on allait le voir, donc il nous a dit en fait c'est la ferme de ma mère et ma mère m'a donné 2 ans. Et elle dit si dans 2 ans je n'ai pas de marketeur, quelqu'un qui achète le café, elle coupe tout parce qu'elle dit ça fait des années, c'était la ferme que son mari décédé, elle n'est pas payée par les coops, elle a des tas de problèmes, elle dit elle n'a plus d'argent, elle n'en veut plus de ce café, on coupe tout. Et c'est très commun au Kenya. Et donc, il a dit à sa mère, non, maman, on va se transformer en estate, c'est-à-dire qu'on va être propriétaire, on va acheter un pulping machine et on va pouvoir marketer notre café et je vais trouver quelqu'un. Donc, il est venu et c'est lui qui m'a trouvé, c'est pas moi qui l'ai cherché. Et on a commencé à discuter et c'est là, il m'a dit, oui, j'ai que 2 ans, sinon ma mère va couper tout le café. Wow. Donc, Catherine a été la première à être intéressée, mais d'autres personnes ont été intéressées et on a commencé à travailler et il a commencé un peu à vendre son café. Entre-temps, j'ai travaillé dans une torréfaction, on a commencé à acheter son café. Sa mère, entre-temps, elle était réellement contente de la progression, lui a transféré le terrain. Maintenant, le terrain est à lui. D'accord. Et donc, il n'y aura pas d'arbres coupés. Au contraire, tout s'achève. Mais il avait fait une promesse à son père parce que tout le monde lui dit oui, tu auras un meilleur rendement si tu mets tel ou tel produit, tout ça. Et il a dit j'ai toujours promis à mon père que je ne mettrai jamais un produit dans les sols. Okay. Parce que c'est une grosse différence par rapport à ce qui se passe en général quand même. Voilà. Et donc il dit il n'a aucun intérêt à devenir plus grand, plus gros parce qu'il dit qu'il ne peut pas contrôler la qualité. Et c'est très important pour lui de contrôler la qualité, contrôler ses arbres. Et ce qu'il a, tout le monde a du SL, mais lui il n'en a pas. Il n'en a pas de SL. Ce sont que des riurus, mais qui ont été greffés sur des racines de SL, parce que les racines de SL sont très profondes, les racines de riurus sont très plates, elles sont creuses. Donc,
ce sont que des riz roux qui sont greffés sur des aisselles, et il a aussi des batianes. Et il n'a pris que ce genre d'arbre, et tout est complètement organique. Et Juste pour info, pour les gens qui nous connaissent et qui ne savent pas, en fait, oui, les SL, c'était des variétés qui ont été développées, si je ne m'abuse, dans les années 30 par le Scott Lab. oh, Bien avant, et voilà, hop, j'ai été directement. Et par contre, les Ruyuru et les Batian ont été développés beaucoup plus récemment et sont plus résistants en fait que les SL. ouais, le riz roux, ça a été développé. Alors, ça a commencé, les recherches du riz roux ont commencé pendant les années 50 et ça a été sorti, commercialisé dans les années 80. Il faut penser que quand on fait un hybride, ça prend environ une trentaine d'années pour faire un hybride. Donc, le SL a été commercialisé pendant les années 20, mais depuis la fin du 19e siècle, Scott Lab, SL, c'est-à-dire Scott Lab, travailler sur ce produit. Et Scott Lab, après, a fait Riru, qui a été un succès incroyable. Et ils ont sorti Bastian il y a quelques années. Et ça mérite un autre épisode parce que mais ça, c'est quelque chose quand je serai au Kenya, et on le fera chez David, le Batian, parce que c'est vraiment le fuck up. Okay. Voilà. Alors, moi, j'ai plein de questions, mais bon, l'idée, c'était d'ouvrir la discussion. Est-ce que Maria, par exemple, qui va intervenir demain, mais je pense qu'elle peut tout à fait répondre à cette question, en fait, cette question ouverte que posait Régine, en fait, qu'est-ce qu'est la durabilité pour vous? Donc, j'essaie de donner la parole à Maria pour voir si elle la prend. Sinon, avant que peut-être elle arrive, j'ai une question, en fait. Donc là, par exemple, il y a David. Donc toi, en fait, tu peux lui acheter du café directement. Oui. Mais de manière générale, en fait, comment tu vas faire avec ta torréfaction? Où achètes-tu ton café et quelles sont, en fait, les possibilités pour toi au Kenya, mais aussi dans les autres pays d'Afrique dans lesquels tu peux travailler? L'avantage que j'ai, c'est que moi, j'ai pas tant d'efforts à apporter, pour la simple raison dont je travaille déjà avec ces petits exploitants. Quand on dit petits exploitants, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 10 hectares. Donc, ils ont aussi d'autres cultures. Ils n'ont pas que le café. Le café n'est qu'une culture en extra, c'est tout. Et donc, je travaille avec plusieurs petits exploitants, et donc, je peux faire ce qu'on appelle un contrat ex-work, c'est-à-dire que je paye directement soit l'usine où le café est déparché, soit le fermier qui l'amène à l'usine, et ensuite, je m'occupe du transport jusqu'à l'école à Nairobi. Donc, moi, j'ai l'avantage d'être dans un pays producteur, donc c'est un peu plus simple pour moi. Là où ça devient compliqué, c'est quand le café doit être free on board ou tous les autres contrats au CIF. Et là, ça doit être à Mombasa. Et donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Là, il faut du Belco, il faut du vol café, il faut tout ça pour que le café puisse bouger. Donc, c'est comme ça que je vais faire. Ça va être vraiment des transactions qui sont simples, comme ça en parlant, mais qui ne le sont pas parce que c'est quand même le Kenya et ils aiment les choses compliquées. Et c'est généralement pour faire transporter le café, il faut payer, il faut aller au Coffee Directorate pour avoir un permis de transport, ou à la police locale, juste un permis de transport qui doit réellement stipuler le numéro de carte d'identité du chauffeur, la couleur du camion. Une fois, on a été arrêté parce qu'il y avait marqué comme couleur rouge, alors que le camion était marron. Et donc, on nous a arrêtés à chacun des postes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on deal avec du café. Salut Maria. Et le café, c'est la deuxième plus grosse commodité au monde. Donc, c'est comme si on dealait. Attends, ça serait plus facile de dealer avec de la cocaïne. Au moins, on se ferait un peu moins arrêter. Quand on deal avec du café, ça y est, les gens, ils pensent qu'on deal des lingots d'or. Donc, c'est juste ça, et l'assurance aussi. Et aussi savoir que là où je vais les stocker, ça soit une bonne température et tout ça. Donc, pour moi, j'ai l'avantage d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple, et je vais aussi travailler avec le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Donc,
j'ai l'avantage d'avoir ça un peu plus simplifié pour moi. Mais c'est quand ça doit sortir du pays, ça doit prendre le bateau, là, ça devient beaucoup plus compliqué. D'accord. Voilà. Donc juste pour finir là-dessus, en fait, derrière, tu serais été ouverte pour aller travailler avec des importateurs euh, Mhm. dans chacun des pays où les cafés peuvent arriver. Ok, c'est clair. Alors Maria, bah, bienvenue. Une petite première avant ton intervention de demain, quoi. Mhm. Ouais. Est-ce que toi, tu pourrais donner ta définition de durabilité? Parce que je sais que ce sera aussi le thème de demain. De demain. Ben, en fait, je suis super, comme j'ai expliqué là, je suis super contente que ce module voit le jour parce que quand je suis rentrée dans le café, moi, je suis pas très technique, je suis pas barista, je suis pas, voilà. Donc, c'est plus cette partie qui m'a intéressée parce que d'abord, j'ai été choquée en fait du gaspillage qu'il pouvait avoir quand on faisait le café et tout le travail qu'il y avait. Moi, je suis très citadine. Régine a été mon guide et ma prof en fait sur le terrain. Donc du coup, j'ai été vraiment choquée de toutes les étapes du café qu'il pouvait avoir et puis tout ce qu'on pouvait faire dans l'économie circulaire du café et qui n'était pas fait. Donc du coup, quand j'ai créé mon entreprise, moi je me suis orientée vers cette partie-là en fait, bien avant que le module existe. Maintenant que le module existe, je suis super contente, donc j'ai vraiment envie de le faire pour aller beaucoup plus loin. Et pour moi, ce que moi j'entends par durabilité dans le café, mais c'est vraiment mettre en avant l'homme et l'environnement au sein du business en fait. C'est vraiment prendre en compte cet aspect-là parce que on est maintenant dans un Le monde. fameux triptyque, en fait, hein. C'est Mhm. social, économique et environnement. C'est vraiment Mhm. ça. Exactement. Et donc, du coup, ma marque, elle se définit comme ça, une marque qui est engagée dans une économie solidaire hein, parce qu'on tient compte des hommes et circulaire parce qu'on recycle. Et on s'engage à produire un café dans un café de qualité qui respecte aussi bien l'homme et l'environnement. Donc, du coup, je suis super contente que Régine explique ça et je pense que c'est un module que je vais faire parce que ça correspond tout à fait à ma conception des choses. Manu, fais vite ton projet, hein. Oui, Ouais, bah ouais. Malheureusement, malheureusement et heureusement, effectivement, ça se fait pas en 2 jours. Donc, j'ai vraiment hâte de devenir AST dans ce module-là parce qu'il me tient à cœur. Ouais. Et en fait, j'ai mis un peu trop de temps à m'y mettre dedans. Mais maintenant, je suis content d'y être. Et en plus, avec Erika, c'est parfait. Voilà. Ouais. d'accord. Donc, C'est super. rester en français, c'est ça? Ça sera en français. Moi, je vais le faire en français. Mais mon focus, c'est déjà pour le Burundi, le Rwanda et le Cameroun. Là, Voilà. Et je laisse la place en France pour Emmanuel. génial. Mais oui, mais très souvent, ce cours se fait avec 2 AST, à part à part le débutant qui peut se faire avec un AST. Après, pour intermédiaire, si on le fait live, un AST, c'est bien, mais si on le fait en ligne, 2 AST, c'est mieux parce que c'est beaucoup de boulot pour les AST et le pro vaut mieux avoir 2 AST. Donc, Ouais, parce que c'est vrai que contrairement à la plupart de tous les modules, en fait, ces modules-là peuvent se faire en formation en ligne. Donc, ouais. pour là, l'intermédiaire que je suis en train de faire, on est tous dans des pays différents. Donc, il y en a une en Suisse, il y en a une dans les Philippines, il y en a un en Colombie, il y en a donc une, Erika qui est au Kenya. Je crois qu'il me manque encore quelqu'un, mais en fait, bon voilà, c'est juste exceptionnel. Et puis chacun, en fait, c'est vraiment un module où les gens sont engagés. Sinon, on le fait pas. En fait, si on n'est pas intéressé, Ouais. on va pas le faire, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment, c'est très inspirant. Il y a un très haut niveau. Voilà. Donc, C'est vachement- vraiment, faut toujours penser que tout le monde va avoir un impact sur la planète. Tout le monde va dire non, je ne veux pas jeter ma tasse par terre, je vais la jeter dans la poubelle. Mais après, c'est dans quelle poubelle je vais la jeter et est-ce que je peux la jeter dans cette poubelle ou celle-là ou est-ce qu'il faut que je rince et tout ce genre de questions. Et on pense de fois ces questions sont futiles. Ben non, elles ne le sont pas parce que chacune de ces questions a un impact. Et c'est très important de se les poser, même si on pense que c'est futile. Non, c'est pas futile. Elles sont importantes. Et l'avantage de ce module, c'est qu'il est ouvert à tous. C'est-à-dire que quand j'ai fait Fondation,
à part David et un pote à moi que tu connais, Maxime, qui fait Coffee Finance, qui fait de la fin dans le café, on était les 3 dans le café et le reste, c'était quelqu'un qui travaillait, je ne sais même plus où, une autre, mais ils n'étaient pas du tout dans le café. Donc, c'était réellement tout. Et intermédiaire, c'était la même chose. J'étais la seule qui était dans le café. Et les autres personnes n'étaient pas du tout dans le café. Et maintenant, dans le pro, les 3 dans le café, mais une 4e personne n'est pas non plus dans le café, mais va faire un projet qui est aussi dans le développement durable. C'est-à-dire que c'est vraiment le module le plus ouvert. Voilà. Et donc, si tout le monde fait ce module, c'est juste le fait qu'on puisse avoir un réel impact. Et c'est ce qu'à chaque fois les gens peuvent se dire, ça sera sustainable. Maintenant, 2020 sera sur la sustainabilité. Je vois ça partout, à toutes les sauces, ketchup, mayonnaise et compagnie. Et je vois c'est vide de sens. Et là, pour une fois, j'ai un module qui donne vraiment un sens. Et on fait quelque chose qui a réellement un sens. Et il faut vraiment l'étudier. C'est pas on le fait et on est content. Il faut que tout soit étudié. Il faut avoir des mentors. C'est-à-dire qu'on a 2 AST, 2 mentors. Et il faut que chaque mois, on puisse donner un rapport, que ce rapport soit réellement un livre. C'est-à-dire que, je me rappelle, j'ai un de mes potes qui vient juste de finir l'intermédiaire et il me dit, j'avais l'impression de refaire mon master et là, je suis en doctorat. Je dis, mais ouais, parce que le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que Erika, Kelly, Nora, ce sont tous elles font tous des doctorats. Donc, elles nous donnent une boîte à outils et dans ces boîtes à outils, c'est quand même des outils. Si on prend juste un outil, on peut faire un master avec cet outil. On prend un autre, on peut faire un doctorat avec cet outil. C'est du profond. C'est pas quand tu disais Manu, Diaz, que tu faisais quelque chose, c'est de la discussion de troquet mais en fait, ces discussions de troquet, c'est quand même des discussions qui peuvent aller très très loin. Elles ont l'air légères, elles ont l'air marrantes, et ce sont de super bonnes discussions parce que quand on est réfléchi, on dit, mais en fait, c'est pas con ça. Donc, une discussion de troquet, ça part juste sur une ligne qui est très marrante, qui est très sympa. Mais si on creuse un tout petit peu et on dit, wow, en fait, on peut faire quelque chose comme ça. Moi, j'ai pris ma claque, on va dire en point de vue réflexion, en écoutant un mec comme Gunther Pauli, oui, un Belge, qui a créé ou qui a théorisé, parce que ça existait déjà, mais l'économie bleue. Je l'ai écouté, et à chaque fois, il me fait rêver, quoi, parce que ça paraît, justement, ça permet d'alimenter des distributions de troquets, mais avec des trucs qui sont tangibles, qui ont été faits, qui ont été mis en place, et qui, tu te dis que finalement, il n'y a pas. C'est pas impossible, c'est pas insurmontable. On peut avoir des petits trucs. Et tu parlais des gobelets, bon, les gobelets, on sait tous que c'est pas terrible. Maintenant, j'ai vu des initiatives. Alors, mettre des gobelets qu'on remplace et qu'on réutilise, c'est pas mal. Mais peut-être aussi si on les produisait pas les gobelets et que il y a ceux qui les récupèrent et qui arrivent à faire, je sais pas moi, il y a ceux qui ont fait du carburant ou avec oui, et tas d'initiatives. Alors là, ça fait un peu troquet, mais sur le site de l'économie bleue, tu as plus de 200 projets qui sont, on va dire, expliqués, qui sont en open source, donc tu y vas, pas open source, enfin c'est white paper, tu y vas, tu les prends, tu les lis, tu peux t'inspirer de ça. Sur le café, il y en a 2 ou 3. Il y avait les champignons au Zimbabwe, je ne sais pas si vous avez, les champignons qui étaient faits dans le marc de café. Qui étaient des champignons shiitake qu'on faisait pousser sur du marc de café ou sur des rejets de table, de rejets de. C'est superbement bon, hein, en plus. Hein. Qui ça? C'est superbement bon, les shiitake. Ah oui, c'est superbement bon. Ouais. Il y a une boîte qui l'ont fait, mais je veux dire, ça paraît peut-être quelqu'un qui copie l'autre. On s'en fout. Copions les bonnes idées. Ben oui. Allons-y. Allons-y. Ça pourra aller que mieux. Voilà. Ben oui, exactement. Et là, ça sera réellement un vrai impact. C'est ça. Et ça veut dire que
même si le module s'appelle café, de la durabilité dans le secteur du café, mais en fait, ça s'adresse à tous. Ça s'adresse, pour une fois, on peut avoir quelque chose de positif et quelque chose de vrai. Et on part d'une discussion de comptoir. Vraiment, quand on commence cette fondation, c'est d'une discussion de comptoir. On va un peu plus loin en intermédiaire. Et maintenant, quand on est en pro, on dit, ben, vas-y, fais-le maintenant. Fais-le. Voici les outils, fais-le. C'est ton PhD, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ton PhD. Ouais, ça pourrait évidemment, comme une discussion de comptoir, et puis voilà, on sait où ça termine, et on sait pas où, enfin, on sait où ça commence, pardon, et on sait pas où ça termine. Exactement. Mais donc là, ça pourrait être la même chose, mais je vais être obligé de couper parce que après on va. Voilà. Ceci dit, on peut faire une coupe officielle, et puis après, si vous voulez continuer la conversation, on peut, mais en tout cas, il y a un moment donné, il faut arrêter la vidéo et le podcast. Ouais. Mais donc, je vais faire une coupure officielle en disant, en remerciant encore une fois Régine d'être venue et d'être intervenue. Je pense que ça peut être une première, mais pas une dernière. Oh non, non, Il y a effectivement beaucoup de choses à raconter. parce que David aussi veut aussi être dedans, donc c'est quelque chose dont on plane. Donc définitivement, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Ouais, bah, génial, génial. Dans l'école, on va commencer à faire un podcast qui sera toutes les semaines avec mon pote qui fait la Coffee Finance, Maxime, où à chaque fois on mettra un producteur en highlight et des discussions comme ça. Donc, bien sûr, on sera content de faire ça avec Rain Shine. Yes, super. Bah, c'est plein de choses super bonnes à venir alors du coup. C'est super. Oh, ouais. Merci à Emmanuel et Maria pour avoir donné leur opinion. Et puis on revoit Maria de toute façon demain. À 16h exactement. Et puis on espère vous revoir tous très prochainement et de plus en plus nombreux, évidemment. Et on aura des surprises à annoncer bientôt. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et oui, Emmanuel, des surprises. Mais je laisse le suspense. Okay. Et voilà, allez, tu vas passer ta journée avec ça va être difficile. Bon, bah, à très bientôt. Et puis, voilà, c'est un cap officiel. Et puis, si jamais vous voulez continuer la conversation, vous pouvez. Bah, on est en contact, on se parle tout le temps. Donc, ouais. Au revoir. Au revoir. Ciao. À demain. Bye. À demain. Tac. Et merci Pierre-Marie d'être venu aussi. Et à bientôt, j'en doute pas aussi. Bon, bah, allez, du coup, on se quitte là, en fait. Et bah, Régine, on se tient au jus, hein, de toute façon. Oui. Moi, j'ai plein de boulot, du coup, avec j'ai plein de trucs à dire. Alors déjà, j'avais beaucoup à faire, mais alors là, c'est en mode, comment est-ce que j'ai le temps pour le faire? Mais bon, c'est chouette, c'est motivant. Super. Ouais. Bon, allez. OK. À bientôt. Bientôt, bye bye. Bye.